Dans un premier temps, je souhaitais remercier effectivement Plantes et Cités de nous permettre de mettre en lumière le bois de l'Aurore à Antony et également mes collègues agents qui font en sorte que ce bois ait pu obtenir la labellisation écologique Éco-Jardin. Pour présenter un peu brièvement Antony, c'est une commune de 62 000 habitants au sud de Paris. Donc on a 70 hectares d'espaces verts variés avec un très grand parc, le parc Heller, et des diversités de milieux assez importantes, donc des zones de prairies, mais également beaucoup de zones humides. De manière générale, nous on a un peu débutant en termes de gestion écologique. On a une grande volonté de bien faire au sein de la direction. Mais voilà, on a encore un peu de structure à mettre en forme. Et justement, cette labellisation nous permet de commencer à mieux organiser et planifier nos actions. Donc sur le bois de l'Aurore, en fait, je vais vous faire une présentation un peu du projet parce que le projet en lui-même est intéressant pour comprendre après la gestion qui en découle. Donc en fait, c'est un bois qui se situe sur le sud-est de la ville d'Antony et qui est complètement enclavé avec des habitations autour, dont les jardins particuliers en fait vont être connectés à travers les haies au bois. C'est un poumon aussi vert pour ce côté de la ville où en fait les parcs se situant un peu plus au nord avec le parc de Sceaux en fait et le parc Heller, la coulée verte de l'autre côté, sur le côté ouest. C'est un parc qui a des contraintes aussi particulières parce que en fait il est complètement en pente. Donc on a 18 mètres, un dénivelé négatif de 18 mètres en fait, de la partie haute du parc à la partie basse, donc sur une distance de 200 mètres. Donc en fait, ce qui crée des ruissellements importants et une accessibilité aussi qui peut être compliquée. Et les analyses de sol en fait ont révélé que c'était un sol qui était très peu perméable. Donc sur 5 mètres de profondeur, en fait, on a de l'argile, ce qui a conduit en fait à des dégradations très importantes en 2018 du fait en fait des écoulements d'eau de pluie qui n'étaient pas absorbés en fait par le sol et qui, comme on peut le voir sur les photos à côté, en fait ont détruit tous les cheminements. Donc en fait vous pouvez voir sur le parc, sur le plan du parc là, les zones en rouge sont les cheminements en fait qui étaient complètement dégradés. Suite à cet événement, le parc a dû être fermé au public et était inutilisable. De là a découlé en fait un gros projet de réhabilitation avec 3 objectifs. Et en fait, ces 3 objectifs vont découler effectivement sur une gestion en fait écologique de ce bois. Et donc c'était déjà la gestion des eaux pluviales sur le site. Donc avec tout un système de noues et d'accompagnement de l'eau de pluie vers des mares qui se situent au fond. En fait, vous voyez les 3 mares qui sont là. De base, il n'y en avait que 2. Et la 3e a été rajoutée pour pouvoir absorber des pluies jusqu'à des pluies trentenales. Et la création de tout un réseau de canaux reliés aux mares, ce qui permettait aussi de créer toutes des zones d'écoulement de l'eau à l'air libre et en fait toutes des zones humides. Avec, voilà, comme l'objectif était de pouvoir aussi faire face à des pluies importantes, une liaison au réseau d'assainissement en fait, au fond, pour évacuer le trop-plein. Donc en fait, la mare fonctionne avec un fond de mare qui reste constant, qui est à peu près de 15-20 cm, qui permet d'avoir toujours de l'eau, a priori modulo les épisodes de sécheresse, et qui peut monter en charge jusqu'à 1 mètre de hauteur pour la plus grande. Et lorsqu'elle monte en charge, elle est évacuée en fait par un petit canal là vers la noue
qui est derrière, qui, elle, rejoint en cas de trop-plein vers le réseau d'assainissement. Donc en fait, toute cette organisation nous permet de garder une zone humide avec une mare sans que pour autant elle soit trop pleine et qu'elle puisse absorber des pluies d'orage et des pluies impromptues. Donc vous avez les photos des 3 mares qui sont là. Visiblement, il y a eu un petit souci de photo parce que c'est la Noue, du coup, qu'on voit comme ça, qui se situe derrière, normalement, derrière les mares. Et donc, on peut voir celle-là, là, la mare, c'est la mare du milieu, c'est celle qui monte le plus rapidement en charge. Et là, effectivement, les photos ont été prises très récemment. Et malgré le fait que, pour autant, il n'y a pas beaucoup plu ces derniers temps, ça a du mal tout de même à se vider. Sur la préservation du potentiel écologique, en fait, donc c'est vrai que j'ai un peu mis le lapsus en parlant des fois de parc, mais c'est vraiment un bois qui est géré comme un bois, donc avec des arbres existants qui ont été préservés au maximum lors de la réhabilitation et du coup de toute la biodiversité aussi au maximum. Donc il y a eu un inventaire faunistique et floristique qui a été fait avant, un inventaire qui a été fait après. Et donc il y a des espèces qui ont été identifiées comme le chardonneret élégant ou la mésange charbonnière. On n'a pas de grandes espèces rares, voilà, mais on est quand même très fiers d'avoir des oiseaux qui sont présents là, qui a priori nichent sur le site aussi. Et en fait, la diversité des milieux avec les zones humides et notamment stagnantes avec les mares nous permettent aussi d'avoir un certain nombre de libellules, d'amphibiens et qui participent à la diversité du site. Il y a aussi une attention particulière qui a été sur la diversité des essences plantées. Les travaux nous ont contraints à devoir replanter aussi un certain nombre d'arbres parce que d'autres avaient été abattus, notamment pour des contraintes de maladie. Et donc voilà, donc la palette végétale, c'est très accentué sur des plantes locales, mais aussi diversifiées et pas planter qu'une même chose. Donc c'est un petit extrait des espèces, des essences que vous pouvez retrouver dans le parc. Et ensuite, donc en fait, il y a une zone boisée qui est totalement protégée par on la voit un tout petit peu, mais une haie sèche avec des gros rondins, en fait, notamment des bois qui ont été coupés sur le site au moment des travaux et qui représentent, on le reverra sur un autre plan, mais en fait toute cette partie-là du site. Donc cette zone boisée en fait est inaccessible au public, inaccessible a priori aux chiens. Donc c'est vraiment un petit sanctuaire au sein du parc pour la faune et la flore pour son développement. Donc il y avait l'ambition aussi de créer un site récréatif et multigénérationnel parce que ça reste important. C'est un bois de centre-ville où il y a énormément de passages dedans et sur lequel il a fallu faire attention à pouvoir continuer de permettre les usages qu'il y avait de base dedans. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place, comme des supports là, de repos, de transat, des jeux pour les enfants et tout un parcours sportif aussi qui est en bois pour garder cet esprit-là du bois, de quelque chose de durable, avec notamment les bois qui sont là, c'est des bois aussi, des troncs de bois d'arbres qui ont été coupés sur le site. Alors, une fois que le site a été réhabilité, il a fallu effectivement le faire perdurer et le développer, accompagner sa suite. Il y a eu un plan de gestion du site qui nous a été notamment donné par le paysagiste. On a eu aussi par l'usage en fait toute une question autour des invasifs, des maladies. Et en fait, ce plan de gestion du site s'est confronté aussi aux exigences des usagers et du coup à des adaptations de notre part face à ces remarques-là.
Donc, on a 4 zones, 4 couleurs différentes de gestion. Nous, on n'a pas du tout fait en fonction du niveau en fait, d'intervention, mais plutôt autour des types d'espaces, puisque les espaces sont assez différents et l'entretien est vraiment lié à chacun de ces espaces, sachant que en fait, de manière générale, on est sur une logique d'intervention le moins possible pour laisser la végétation se développer et la faune également. Donc sur toute la partie verte foncée qui est là, donc en fait c'est la partie de boisement protégé. À part des mesures de sécurité pour une branche qui tomberait ou un arbre qui serait incliné, il n'y a aucune intervention de la part des espaces verts. Voilà, ça reste en gestion libre. L'autre partie vert clair, c'est également du boisement. Boisement spontané, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie qui a été plantée, de jeunes baliveaux qui ont été plantés, et le restant, il y a d'autres arbres qui poussent du fait de reproduction naturelle et spontanée. Ici, pareil, sur ce boisement, pas d'intervention particulière hors sécurité. Et les couvre-sols essentiellement du lierre d'ailleurs, et laissé à son libre cours, voilà, et juste taillé le long des cheminements pour permettre un accès sécuritaire, notamment handicapé. Ensuite, la partie rose-orangée, ce sont des prairies mésophiles. Donc ces prairies-là, elles ne sont pas, elles sont fauchées qu'une fois par an avec export. Et voilà, pour l'instant, on se pose éventuellement la question à terme peut-être d'aller jusqu'à 2 fois, mais jusqu'à présent, leur développement sur le sol argileux et peu riche du bois font qu'en fait, elles n'atteignent pas des grandes hauteurs, et qu'une fauche par an vers le mois de septembre suffit amplement. Et enfin, on a toutes les parties bleues. Donc, en fait, avec on a le canal qui va alimenter ensuite les mares et la Noue. Ici, il y a une attention qui est portée notamment aux feuilles qui peuvent tomber dans ces canaux-là pour éviter de les boucher et faire en sorte que l'eau circule bien, notamment aussi sur les canaux intermédiaires qui acheminent jusqu'aux mares. Donc c'est un contrôle visuel régulier et si nécessaire, du coup une évacuation des feuilles séchées. Et voilà, au niveau des mares, jusqu'à présent, on laissait plutôt tranquille, sans toucher la végétation qui était aux abords. Néanmoins, on envisage du coup de faucher en partie, en tout cas, la végétation autour sur les conseils en fait, de l'écologue qui a fait le dernier inventaire, qui nous a préconisé voilà, d'ouvrir un peu plus les mares, et ça pourrait faire venir peut-être une autre faune. Au-delà de cette gestion en entretien, on a un certain nombre d'invasifs et de maladies sur le site. Notamment, on a la maladie de la suie. Évidemment, on ne laisse pas les bois une fois qu'on a abattu sur le site. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on a un certain nombre d'abattages qui ont été faits, d'abattages qui ont encore parfois lieu, et qui, là où d'habitude sur des bois sains, on peut se permettre de laisser les troncs sur place. Là, voilà, on est obligé de tout exporter et d'abattre des fois plus que ce qu'on voudrait, parce que les arbres en soi mécaniquement tenaient. Mais voilà, et ce qui nécessite derrière aussi un peu de replantation. On a aussi des soucis de lentilles d'eau qui referment les milieux. Actuellement, on expérimente sur 3 fois par an où on va à la pêche avec une épuisette pour ramasser du coup les lentilles d'eau et les exporter.
Là où on n'est pas très très bon, c'est que pour l'instant, on n'est pas expert en cycle de vie des amphibiens, des libellules, et voilà, il faut qu'on se renseigne plus pour avoir le moins d'impact possible lorsqu'on fait, ce nettoyage de lentilles d'eau. Ensuite, voilà, on est loin d'être les seuls, mais on a des perruches, beaucoup de perruches à collier sur le bois, parce que notamment on laisse des arbres aussi qui sont des refuges. Et voilà, on n'a pas de moyens de lutte directement contre les perruches. Néanmoins, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des habitats pour tout le monde et que les espèces qu'elles peuvent chasser en piquant les nids, en fait, voilà, il y ait suffisamment d'espace pour tout le monde et que les autres oiseaux aient aussi des zones de nichage. Encore un petit souci de photo. Donc toutes ces choses ont été mises en confrontation en fait au fur et à mesure. Donc depuis la réouverture du parc en 2021, ont été mis en confrontation avec les pratiques des usagers et leur présence dans cet espace. Sur la première photo, c'est pas complètement clair, mais parce que c'est en hiver. Mais l'idée en fait est de sur cette zone, en fait, qui est une zone de prairie, c'est de laisser une bande de propreté, en fait, de la largeur d'une tondeuse. Voilà, les usagers nous ont fait le retour que quand l'herbe monte un peu trop haut, généralement au-dessus de 30 cm, voilà, ils préféraient avoir une petite zone où s'il y a nécessité de se décaler un peu avec la poussette ou etc. Et en fait, de ne pas être directement dans les hautes herbes dès qu'ils s'éloignent du cheminement. Voilà. La demande initiale était évidemment de tondre complètement, ce à quoi on a trouvé l'alternative de faire des bandes de propreté et permettre au reste de la surface de rester en fauche. Et enfin, un des soucis majeurs qu'on a avec ce site et des récriminations qu'on a, c'est qu'en fait, il participerait à être un foyer pour le moustique tigre et pour son développement. Effectivement, c'est une zone avec des mares, de l'eau qui est stagnante. Et ça, voilà, donc on essaye au maximum que les noues se vident bien. Et on travaille avec le master BE de l'Université Paris-Saclay pour en fait identifier les prédateurs des moustiques tigres et notamment des larves pour pouvoir en fait derrière favoriser les espèces qui sont déjà présentes, permettre d'améliorer le milieu pour celles qui pourraient venir et intégrer cette lutte contre le moustique tigre dans en fait notre gestion des espaces verts. Donc voilà, l'obtention de ce label va nous donner une impulsion pour continuer sur les autres sites de la ville. Et la direction du paysage et des espaces verts est ravie de vous avoir présenté ce bois de l'Aurore. Merci, merci beaucoup. On va prendre des questions en salle, à distance. Est-ce qu'on a pas de questions? On a une question? Là? Ça arrive. Ah. Et après, devant, il y aura une autre... Bonjour, alors comme l'évêque, je travaille au service d'exploitation des jardins pour la ville de Paris. J'ai une question pour la ville de Puteaux au sujet d'un jardin labellisé qui s'appelle le Jardin des Vignes. À Paris, nous avons aussi des vignes dans plusieurs sites, mais avec l'utilisation de produits tels le soufre ou le cuivre, qui n'est pas compatible avec le label, nous n'arriverons pas à avoir le label. Ceci dit, ces jardins font l'objet d'une gestion écologique particulièrement bien tenue. Ma question est, quels sont les produits que vous utilisez? Si vous n'en utilisez pas, comment faites-vous pour avoir des vignes convenables? Je
c'est une très bonne question. En parallèle du label Éco-Jardin, nos vignes, elles sont aussi écossaires. Et il faut savoir que la gestion et les traitements sont donnés à un prestataire. Et donc, c'est eux qui sont garants pour le label. Mais on utilise un produit qui s'appelle héliosoufre. Et a priori, il serait compatible avec les labels. Et surtout, c'est que l'avantage ou les avantages, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais notre idée de nos vignes est plus, on va dire, à la fois décoratif, agréable et pour un petit peu perdurer le côté un peu viticole que Suresnes plutôt et tout ce côté du 92 a eu, que vraiment de produire du raisin. Donc en fait, moi, si à la fin de l'année, on a 10 kilos de raisin, on s'en moque entre guillemets, quoi. On a vraiment cette idée d'avoir de la vigne, essayer de la travailler comme un peu le jardin du Naturoscope, vraiment de l'expérience. On n'est pas là dans on ne cherche pas à avoir une production, à vendre notre vin comme ce que peuvent faire mes collègues de la ville de Suresnes. On est vraiment à essayer de perdurer quelque chose et aussi de tester. On a testé, on faisait des traitements avec du lait, on a essayé pas mal de choses sur la vigne. Alors après, en gestion différenciée, c'est vrai qu'il y a très peu de tonte, etc. Mais l'idée de la production du raisin en lui-même, elle est minime, mais ce n'est pas l'objectif premier de nos vignes aussi. Il y a des questions juste devant. Vous avez eu le micro? Il y avait une question devant? Non, c'est bon? Là, c'était là, juste devant. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'avais une question pour la ville d'Antony. Du coup, c'est sur les prairies mosophiles. Je voulais savoir depuis combien de temps elles sont gérées avec une fauche par an. Et est-ce qu'il y a des débuts d'armature ligneuse de la prairie? Est-ce que armature ligneuse, c'est-à-dire des semis ligneux qui viennent, puis même quand on fauche, en fait, les racines restent, et puis peut-être la racine est de plus en plus forte et les ligneux poussent de plus en plus vite. Non, on n'est pas trop sujet à ça. Enfin, je suis en train de réfléchir, mais on est plutôt. Après, en fait, de manière générale, du fait des couches d'argile, la prairie n'est pas sur un développement énorme. Et en fait, déjà, la prairie en elle-même a du mal, et il y a quelques espèces qui se dégagent par rapport en fait à la diversité qui était plantée. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et en fait, on le voit avec la photo qui est là, c'est-à-dire qu'en hiver, la photo qui a été là à un moment, mais voilà, sur celle-là, où en fait, il y a des feuilles mortes, quoi. Et il y a un tout petit peu de verdure, et après, ça va repartir un peu au printemps. Mais voilà. D'accord, non, parce que je voyais qu'on est un peu en sous-bois, donc les graines des arbres peuvent tomber, vite germer, et puis il y a certaines espèces on a beau les faucher, en fait, elles restent, il faut les arracher méticuleusement des fois. Nous, ça va, donc on s'en sort bien. Très bien, merci. Il y avait juste à côté. Ouais. Donc Denis Limousin, lycée horticole de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Donc pour la ville d'Antony, vous dites que pour la rénovation du parc, là, il y a eu un plan de gestion qui a été fourni par le concepteur. Donc je voulais savoir si, puisqu'il y a pas mal de collectivités là, si c'était des choses qui faisaient partie intégrante des marchés publics maintenant quand vous faites des parcs. Et est-ce que vous arrivez à obtenir des plans de gestion suffisamment qualitatifs pour qu'ils soient effectivement applicables? Nous, on essaye de faire l'effort, effectivement, de les demander, enfin que ce soit au marché, de fournir un plan de gestion. Après, c'est vrai que oui, ils sont plus ou moins qualitatifs. Celui-là l'était particulièrement applicable. Souvent, généralement, ça demande un suivi après les travaux, déjà pour l'obtenir, un peu de relancer pour l'obtenir, et des fois d'aller-retour pour compléter. Celui-là,
est arrivé. Enfin voilà, on l'a eu. Moi, j'étais pas encore dans le service, mais je sais que sur d'autres sites, on en a et qui sont bien moins détaillés que sur celui-là. Donc, je sais pas si celui-là, c'est le fait d'un aller-retour avec la ville pour le compléter, l'amender et qu'il soit vraiment utilisable tel quel, ou si de base, en fait, ça avait été bien fait. Moi, je vous permets de vous répondre de notre côté. Nous, on les intègre dès la conception. On l'impose un petit peu au programme en fait, de la maîtrise d'œuvre, de dire voilà, dans votre plan de conception, comment vous imaginez la gestion du site. Alors ça bouge un peu les maîtrises d'œuvre parce qu'elles ont le côté très créatif et c'est très bien, mais ça les bouge un petit peu. Là, je sais que sur les dernières cours Oasis qu'on a créées cet été, ça les chamboule un peu, qu'on parle déjà de gestion avant de conception, mais ça quand même permet d'avoir des choses quand même qui tiennent pas forcément plus la route, mais avoir un fil conducteur jusqu'à la récupération après de la gestion de certains parcs et jardins, ça change pas mal les choses quand même. Oui, je vais juste rajouter quelque chose. Je dirais même que c'est essentiel parce que en tant que gestionnaire, en tant que collectivité, on est gestionnaire de ces espaces, donc on doit maîtriser l'entretien derrière. Donc si on ne cale pas en amont comment va se passer l'entretien après, ça devient compliqué et souvent on est obligé de refaire, ou en tout cas de réinvestir pour modifier certaines plantations, certaines façons de faire pour les adapter à notre capacité d'entretien aussi. Donc c'est fondamental d'intégrer ces notions d'entretien dès les premières phases du projet. Mais c'est vrai que ça demande de la transversalité. Nous, c'est pas forcément la direction du paysage et espaces verts qui, du coup, est à l'origine de la création de tous les espaces verts. On a le pôle urbain qui s'occupe de toute la création des nouveaux bâtiments. Et en fait, voilà, ça demande de communiquer avec eux et leurs paysagistes pour pouvoir intégrer ces notions de gestion dès le début. Alors, on va prendre d'abord la question en ligne et puis après on reprendra en salle. En ligne, c'est surtout un complément d'information de Maxime Guérin de Plantécité qui nous indique que les produits à base de soufre sont bien compatibles, sous réserve de leur phrase de danger, etc., avec le label Éco-Jardin. Ce n'est pas le cas des produits à base de cuivre du fait de leur classement éco-toxicologique, et elle vous met un lien vers les bases de données des produits. Donc encore une fois, dans le moindre doute, Maxime Guérin sera disponible pour vous répondre sur ces éléments précis. Et puis je rajoute que sur la question du lien potentiel entre moustique tigre, ou en tout cas moustique espèce vectrice d'agents pathogènes, il y a une étude exploratoire qui a été faite sur la métropole de Lyon, l'étude OTHU en 2016. Donc il y a une méthodologie très intéressante à regarder pour éventuellement faire la même chose dans vos villes. Et cette étude importante concluait que les noues et les toitures végétalisées, si elles sont bien entretenues, ne sont pas des gîtes favorables à ces espèces de moustiques. C'est-à-dire qu'il y a des moustiques qui se développent bien dans des mares ou des milieux humides qu'on a pu voir comme à Antony, mais c'est pas là que va se développer le moustique tigre du fait de son écologie, puisque c'est un moustique qui essentiellement a coévolué avec des petites mares de rochers ou des mares de creux d'arbres, donc des toutes petites lames d'eau qui ne correspondent pas du tout à ces milieux-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci de moustiques, qu'il ne peut pas y avoir des gènes, mais qu'en revanche, l'enjeu de santé publique, il est très probablement beaucoup plus sur d'autres éléments de la ville qui peuvent avoir une lame d'eau pendant 7 jours consécutifs. Donc voilà, cette étude exploratoire OTHU par le GRAIE, G-R-A-I-E, sur la métropole de Lyon peut être une bonne base pour commencer à faire des études sur vos propres territoires. Peut-être aller voir les jardins autour du parc. Si j'ai bien compris, on est plutôt sur du pavillonnaire autour. Oui, il y a oui. De la sensibilisation à faire. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur ce sujet-là. Enfin voilà, nous, on est en contact avec l'ARS qui fait des inventaires de présence des moustiques tigres. Et on est bien conscient que c'est pas le Bois de l'Aurore qui fournit toute l'Île-de-France en moustiques tigres, mais on essaye de faire en sorte que, en tout cas, ça puisse pas être incriminé aussi et d'être le plus exemplaire possible. On avait une question, Sal ? Oui, donc Marine Guiton, je travaille en tant qu'écologue dans le bureau d'études de Gali, qui est un bureau de paysagistes. Donc les questions de plan de gestion dont on parlait à l'instant, c'est effectivement de plus en plus intégré dans nos démarches
dès le début, parce qu'on sait que les collectivités ou les autres clients privés en ont besoin derrière. Donc voilà, c'est une question qu'on prend de plus en plus en compte. Moi, du coup, en tant qu'écologue, je me demandais si vous aviez été accompagné dans votre projet de réhabilitation du bois de l'Aurore ou pour la ville de Toulouse, vu que votre parc, c'est 91, je crois, la création, si je me souviens bien. Il a sûrement subi des transformations récemment pour pouvoir passer en gestion écologique et différenciée. Est-ce que vous avez été accompagné d'un écologue en plus d'un potentiel paysagiste ou pas? Merci. Du coup, pour la ville d'Antony, oui, effectivement, il y a eu Après, je ne sais pas s'il y a eu un écologue. Moi, j'étais pas là à la phase de travaux, mais je ne sais pas s'il y a eu une présence d'écologue tout au long des travaux, mais en tout cas, il y a eu un inventaire avant pour se dire, voilà, il y a tel milieu, il y a telles espèces. L'objectif étant de ne pas détruire les milieux des espèces présentes. Après, l'idée était effectivement, et ça a été refait l'année dernière, où on a refait un inventaire pour comparer si il y avait des espèces qui avaient disparu ou qui étaient en présence moindre. Et il s'est avéré que le réaménagement, en tout cas, n'a pas impacté et permet toujours à des espèces de se développer. Oui, c'est vrai que ces notions, enfin, en tout cas, nous à Toulouse, ces notions d'écologue, etc., sont, je ne veux pas dire nouvelles, mais dans tous les cas, c'est des métiers maintenant qu'on est obligé d'intégrer dans nos pratiques, en fait. Enfin, moi, je suis arrivé à la direction en 2016 et bon, on a réorganisé tout ça. Et assez rapidement, on a recruté un agent qui est docteur en écologie, etc. Enfin, toutes ces notions-là qui sont, à mon sens, fondamentales parce qu'on est acteur du paysage. Et dans nos pratiques, si on ne fait pas les choses de la bonne façon, en fait, nos pratiques peuvent être plus néfastes que bénéfiques pour la nature. Donc, c'est pour ça que ce lien entre le métier de jardinier, le métier d'écologue, tous ces métiers qui tournent autour de la préservation de la biodiversité, aujourd'hui, c'est quasiment les mêmes métiers. Et je le vois, enfin, moi je suis un vieux maintenant, hein, enfin, j'ai fait mes études dans les espaces verts il y a plus de 30 ans. Bon, si je refaisais les mêmes études aujourd'hui, je n'apprendrais pas les mêmes choses. Donc on se doit aussi d'adapter et d'accompagner tous nos agents à ce changement. Et c'est pour ça que dans la présentation, tout à l'heure, M. Riquet, vous évoquez aussi ce plan de formation massif qu'on a mis en œuvre pour former tous nos agents. Et ce plan de formation, je dirais, on l'a fait quasiment en interne. C'est-à-dire que la personne qu'on a recrutée il y a 4 ans maintenant, en fait, on s'est construit notre cahier des charges. On est parti sur le postulat de qu'est-ce qu'on avait besoin, quels sont les éléments qu'on avait besoin de donner à nos jardiniers, à nos gardes de parcs et jardins, et même à nos secrétaires. Parce que quand on a un appel d'un usager qui dit que je ne comprends pas, bon, mais la secrétaire, déjà, si elle ne comprend pas la question, non, mais c'est tout bête, mais elle a déjà des premiers éléments de réponse. Les gardes de parcs et jardins, c'est pareil, qu'ils sont sollicités par des usagers. Pourquoi vous faites ça? Si la personne a dit, écoutez, j'en sais rien, c'est mon chef, il me dit, bon, ça ne le fait pas. Donc voilà, c'est pour ça que, encore une fois, enfin, je reviens à votre question de départ, c'est vraiment important que ces notions-là ne fassent plus qu'une. Et en effet, dans tout projet, on se doit d'associer un écologue. Parce que voilà, il ne faut pas que le projet soit contre-productif par rapport à la biodiversité. Encore une fois, que nos pratiques viennent dégrader un milieu, surtout. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions en salle? Tu cours, il y a une question? Oui. C'est une question pour le programme Propage, c'est comme ça que vous l'avez appelé, sciences participatives. Alors les sciences participatives, j'en connais un certain nombre, mais pas ce programme. C'est un programme que vous avez créé vous-même? Alors on travaille ce programme avec une association. En fait, c'est un programme de comptage de papillons. Donc on a des agents qui ont été formés à la reconnaissance des papillons, puis à la façon dont on les inventorie, etc. Et plusieurs fois par an, ils font des relevés dans nos espaces verts, et du coup, ils suivent l'évolution de la présence de tel ou tel papillon, et du coup, ça permet d'avoir un référentiel et d'en suivre les évolutions. Voilà. On a l'animateur national oui, bonjour. du programme qui est dans la salle. Martin Jean Mougin, je travaille au muséum du coup à Viginature. Donc oui, je coordonne le propage en plus de Florilège, qui est un autre programme que l'on fait sur les espaces verts.
Du coup, la ville de Toulouse a travaillé de manière autonome, on va dire, sur la mise en place du propage. Mais on propose aussi des formations pour aider à la mise en place de ce protocole. Donc, je serais ravi de discuter avec vous sur la mise en place, comment ça s'est fait. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez. Est-ce que l'appel à manifestation d'intérêt a été lancé? Oui. Oui, il est toujours en cours jusqu'à mi-février. On rediffusera dans son... Tu dis ce que c'est, cet appel à manifestation? Oui, donc oui. Peut-être, oui. Bien. Alors, Propage et Florilège s'adressent plutôt à un public de professionnels, donc de gestionnaires, à l'inverse d'autres protocoles plutôt grand public, comme le SPIPOL par exemple, ou le réseau des jardins. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est plus à destination des gestionnaires, jardiniers, agents techniques sur les espaces verts. Et donc notre appel à manifestation d'intérêt, c'est pour les formations de cette année. Donc si ça peut vous intéresser, donc il faut répondre à ce formulaire pour qu'on puisse voir si on peut venir dans votre structure un peu vous guider pour la mise en place de ces protocoles de suivi de la biodiversité des espaces verts. Merci beaucoup Martin. Je vous propose, on remercie encore nos intervenants de ce début d'après-midi. Merci.